Mes parents étaient assez accueillants aussi. Ma frangine disait toujours que la ferme c'était toujours un mouvement et puis il n'y a pas de raison. Hein. Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Puis moi j'ai pas d'a priori. Hein. J'ai pas d'a priori. Si je découvre pas, je peux pas juger. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre d'un couple de voisins formidables. Si vous vivez dans les proches environs de Moutier au Perche, vous connaissez sans doute Jean-Marie et Daniel Garel pour leur sens de l'accueil en voie de devenir légendaire, leur implication dans la vie associative locale ou l'histoire familiale de Jean-Marie avec le territoire. Avec la générosité qui fait leur réputation, Jean-Marie et Daniel m'ont accueilli à bras ouverts chez eux, dans ce qui est sans doute l'un des plus beaux villages du Perche. Ils ont partagé avec moi leur vision de la vie de paysan, de l'évolution de notre territoire et de la foisonnante vie culturelle qui y règne. Jean-Marie et Daniel, bonjour. On est à Moutier au Perche, dans ce qui est probablement l'un des plus beaux villages du Perche, à mon humble avis. Je les connais pas tous. Ce n'est pas le plus beau. Vous êtes totalement objectif. Je suis très objectif parce que mon père a été maire 36 ans dans cette commune et c'était quand on lui parlait du Perche, c'était toujours le plus beau village du Perche. D'accord, bon, il doit était avoir amoureux de son raison. village. Oui, je comprends bien. Vous venez de me confier que vous dormez aujourd'hui dans la chambre où vous êtes né. C'est Oui. incroyable, ça. Oui, parce que ce sont mes grands-parents qui étaient dans cette ferme. Après, ce sont mes parents et ils ont eu 3 enfants et nous sommes tous nés dans la chambre derrière, tous les 3. Quand je suis revenu à la ferme, quand nous sommes revenus à la ferme, et bien j'ai repris la chambre où je suis né. Et vous, Daniel, vous êtes du Perche sans indiscrétion? Non, je suis de Beauce. Je suis une Beauceronne à côté de Chartres, à Sourds. J'ai une partie de ma vie en Beauce et après en Algérie. Mon père était militaire. On est allé en Algérie et après on est revenu à Longny au Perche. D'accord. Voilà. Okay. Donc j'étais pas très loin. Il y avait même une petite opposition entre les Percherons et les Beaucerons. J'ai bien compris quand même, hein. Je sais pas si on a le droit d'aller sur ce terrain glissant là, mais C'est pas un terrain glissant, c'est qu'il y avait toujours une petite opposition. Les Percherons avaient toujours un petit sentiment d'infériorité vis-à-vis des Beaucerons. Oui. Avec les cultures, la Beauce était censée être riche, et puis le Perche était un peu plus pauvre. Voilà. Il y a une petite jalousie, je pense, envers les Beaucerons. Ouais, vous disiez toujours que les Beaucerons fermaient la porte aux Percherons. Ah, on va faire ressortir la vérité. Ce qui est pas vrai, c'est pas vrai. Évidemment. C'est pas vrai. Que la vérité, c'est J'ai travaillé avec les Beaucerons pendant des années, et les Beaucerons sont des gens aussi charmants que les Percherons. Alors tout va bien, on clôt le débat. Donc vous avez travaillé dans cette ferme, tous les deux, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous produisiez? Alors, on a un parcours un peu particulier. On était fonctionnaires au départ. Et on a quitté l'administration tous les deux pour revenir ici. Et c'était une ferme où on a rencontré pas mal de difficultés au départ et après on a maintenu la ferme mais j'étais tout l'actif et c'était Daniel qui était restée agricultrice. Et vous produisiez quoi donc? On avait des porcs, on avait des allaitons. Et j'avais développé des volailles, des poulets, des pintades, des canards, des dindes, des oies. Et je plumais tout à la main, enfin, pas toute seule. Hein. Et on vendait le samedi et le dimanche.
Et voilà, et les gens venaient ici. À la ferme, vous vendiez à la oui, ferme. Oui, directement à la ferme. Vous faisiez ferme. pas sur les marchés ou... Ah non. Jusqu'à quand vous avez... on a dû arrêter en 91. Après, c'était trop difficile financièrement. Ouais, ça devait être ça. Et j'ai décidé d'être double actif, de reprendre la profession que j'avais. Et puis voilà, après j'étais double actif pendant 10 ans. C'est ça. Et puis après, on a fait faire les travaux. Et on a maintenu l'exploitation, mais je travaillais à l'extérieur. Et moi aussi, j'étais factrice. Donc c'est un métier que vous avez appris ou vous l'avez appris en le faisant À la ferme? Ouais, à la ferme. Moi, je l'ai appris. Mon père était gendarme et ma mère était postière. Oh. Voilà. Et vous, Jean-Marie, vous l'avez appris de vos parents ou... Moi, j'étais donc fils d'agriculteur. Ouais. Et on était dans la fonction publique et mon père arrive en fin de carrière. Et on était fermier ici. Mon père était fermier. Donc, il a acheté la ferme très tard. Et donc, il n'était pas trop bien dans sa tête. C'était un petit peu difficile. Et un jour, ma mère m'a appelé en me disant qu'est-ce que tu fais, parce que ton père va tomber fou, il faut qu'on fasse un choix pour l'exploitation. Et puis on a tous les deux, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure à Moutier, le cadre est agréable. Oui, super. Je pensais avoir la fibre agriculteur, mais en fin de compte je l'avais peut-être pas assez. Et puis bon, au fil du temps, avec les difficultés, on a pris une autre voie, la double activité. Et je suis devenu un vilain petit canard. Parce que double activité, c'est ça? Non, parce que j'ai vendu des pesticides pendant 30 ans. Oh, d'accord. Justement, ce qui était marrant, c'est qu'on a rencontré plein de gens à Moutier, des gens qui sont arrivés de l'extérieur de Moutier, un collectif, etc., qui était très axé bio. Et on s'est super bien entendu avec nos différences on était complètement opposés dans nos démarches. Dans la chaîne. Dans nos démarches, et ça s'est toujours très bien passé. Ah ouais. C'était même des sujets de rigolade. Bah oui. Voilà. Mais je suis rentré là-dedans parce que j'avais quelques études où j'avais fait un peu j'étais axé là-dessus, et puis ça a été la porte qui s'est ouverte à moi, et puis j'ai pris cette voie-là. Ouais, okay. Et je l'ai fait pendant une 30aine d'années. Comment la vie, déjà la vie à la ferme quand vous étiez enfant, donc vous avez grandi ici, si je comprends bien. On a connu, j'ai connu le dernier cheval qui est parti de cette ferme. Donc j'étais tout gamin. Après les premiers tracteurs qui sont arrivés ici, l'arrivée du matériel agricole, même si je suis pas très vieux, j'ai que 69 ans. Mais l'évolution entre les fermes du Perche et aujourd'hui, quand on regarde, c'est deux univers totalement différents. Mais c'est allé très vite, en fait. C'est en 50 ans. En 50 ans, on est passé du cheval à des outils qui vont tout seuls dans les champs, qui sont tout confortables et tout modernes. D'accord. Donc ça a été très vite. Donc moi j'ai connu toute cette évolution où on ramassait les foins à la main, où on a fait les gerbes de blé, où on avait la batterie encore dans la cour. Ouais. Et c'est pas vieux. Je suis né en 54, donc j'ai connu ça dans les années 60-70. Ouais, c'est ça. Le Perche, en évolution agricole, était un petit peu entre la Bretagne et la Beauce, justement. Ouais. Où la Bretagne était un petit peu encore plus, je vais pas dire arriérée, c'est un vilain mot, mais c'était plus en retard. Et on a retrouvé ça assez longtemps. Bon, maintenant, ça s'est gommé. Hein. Le Perche est aussi avancé en agriculture que la Beauce. Ouais, et les Bretons... Ils ont couru. Voilà. Mais le Perche était un peu entre les deux. Voilà, mais donc moi j'étais le seul garçon dans la ferme, donc je voyais les sœurs partir à la piscine, mais moi j'allais dans les champs. Je suis monté sur le premier tracteur, j'avais 12 ans. Hein. Ouais. Et vous le conduisiez vous-même? Ah oui. Même que, petite anecdote, on avait justement la batterie qui venait dans la cour, ce qu'on appelait la moissonneuse batteuse mais fixe, et mon père m'avait emmené chercher la batterie avec lui, c'est-à-dire un chariot, un double train avec un tout petit tracteur. Et mon institutrice, Madame Duval, nous avait vu passer devant l'école, elle était venue en guirlander mon père parce que vous êtes inconscient, gamin 12 ans sur un tracteur. De toute façon, il fallait des bras, quoi, c'est ça, vu que tout était manuel. Puis on se posait pas de questions, c'était peut-être inconscient, mais... Ouais. Tout le monde le faisait, quoi. Ça se faisait partout, dans toutes les fermes. Donc le métier, en quelques dizaines d'années, a complètement évolué, en fait. C'est plus du tout la même chose. On est passé de petites exploitations vivrières à maintenant c'est des industriels de l'agriculture, hein. Ça n'a plus rien à voir. Même dans le Perche, où pourtant ça reste quand même il reste très très peu de sur Moutier, qui était une commune d'élevage où il y avait beaucoup de vaches laitières.
Il reste une exploitation laitière. Une exploitation. Il n'y en a plus. Et maintenant, les exploitations c'était entre 5 et les plus grosses fermes faisaient peut-être 30 ou 40 hectares. Maintenant, ils sont à 200, 300 hectares. Sur la commune de Moutier, on est passé de je sais pas, je vais vous dire, de 30 ou 40 exploitations à, je sais pas s'il y en a encore 5. Et donc, vous, Daniel, vous apprenez votre métier sur le tas, quoi. Voilà. Oui. Oh, c'est fort, ça, quand même, de réussir à faire ça. Ouais. Non, mais il y avait 2 employés aussi sur la ferme qui m'ont aidé aussi. Seule, d'accord. Voilà, j'étais pas toute seule. Hein. Non. Et quels souvenirs vous gardez de ces années-là? Oh bon, on a passé des belles années quand même, hein. Mais ça serait à refaire, je pense pas que je le ferais. C'est vrai? Oui. Mais je pense pas que je recommencerai. Ouais. On a eu des années difficiles. Bon, c'était quand même une ferme qui était herbagère. On est arrivé ici, c'était à l'époque, il fallait emprunter, il fallait faire du crédit. Et puis bon, on a peut-être trop chargé au départ, et puis on s'est un petit peu enlisé. Voilà, on a eu un mal de chien, et à un moment, j'ai dit, moi, je veux pas manger des patates toute ma vie. Ouais. Je fais autre chose. D'accord. Je savais faire autre chose. Donc j'ai dit, je préfère faire autre chose. C'est pas que le métier ne nous plaisait pas. Non, je pense que c'est que parce qu'on a rencontré on a été des années un petit peu à galérer. Et puis c'était lourd à porter. Ouais, je comprends. Enfin, il faut quand même une sacrée force pour avoir le courage de dire, bon, je fais autre chose et je sais faire autre chose, quoi, quand même. Tout le monde sait pas faire ça, quoi. Changer de métier plusieurs fois en cours de vie. La décision est difficile à prendre, surtout quand on a un père qui était ancré paysan et qui pensait que paysan. Lui annoncer qu'à un moment, je vais faire autre chose, ça s'est fait en quelques secondes, hein. J'ai pris la décision comme beaucoup de choses, et ça s'est fait d'un seul coup, sur un coup de tête. Et après, il y a double actif. C'est difficile, mais bon, ça se fait. Sinon, je sais même pas si on serait encore là. On mangerait des patates. Ah oui, ça c'est sûr. Il vous arrive peut-être aujourd'hui d'aider des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'installer d'une façon ou d'une autre dans une ferme ou dans, je ne sais pas, dans une activité plus ou moins agricole. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui voudrait faire ce métier-là aujourd'hui, vous qui l'avez connu, qui l'avez arrêté? Qu'est-ce qu'il faut? Du courage déjà. Ouais. Du courage, c'est certain, et surtout, comme on est dans une région quand même à dominante élevage, c'est une vocation. Faut être passionné. C'est sûrement ce que j'ai pas eu comme passion. Faut aimer les animaux, c'est pas que j'aime pas les animaux, mais c'est une passion. Faut se dire, je suis agriculteur et je peux pas faire grand chose d'autre. Ouais. Parce que ma vie est là et que les animaux imposent une contrainte. C'est vraiment une contrainte, c'est vraiment une passion. Ceux qui réussissent bien, je pense que c'est vraiment par passion. Moutier a beaucoup régressé. Moutier a plein de commerces. Nous, quand on avait 20 ans, quand on s'est connus, quand on avait 20 ans, à Moutier, il y avait 2 épiceries, 2 hôtels-restaurants. Il y avait un cordonnier, un boulanger, un boucher, un magasin de laine et électricité. Quand on avait 18-20 ans, c'est ce qu'il y avait à Moutier. Maintenant, les seuls commerces qui restent, c'est parce que la municipalité a investi pour maintenir les commerces. Sinon, il n'y aura plus de commerce. La boucherie appartient à la commune, la boulangerie appartient à la commune, le relais poste, c'est la commune. Voilà. Oui, c'est dans la boulangerie. Vous savez, la vie à la campagne, elle est pas toujours facile. Hein. Le Perche a évolué beaucoup avec l'arrivée des Parisiens, entre guillemets, des citadins. Il y a eu un mouvement de proximité de Paris. Les gens sont venus, on restaurait les maisons, on restaurait les masures, on restaurait les vieilles fermes, et on donnait un petit peu de vie au village. Sinon, je pense que le Perche mourrait, hein. Pas comme beaucoup de régions. Voilà. Et puis, pendant un moment, c'était le vide culturel. Il y avait que dalle, hein. Il fallait aller à Paris, il fallait aller à Chartres, il fallait aller au Mans Et là, aujourd'hui, la culture est venue vers nous. Il y a quand même maintenant plein d'activités dans le Perche qui font que, donc, le Perche est un petit peu sorti de son, c'était un peu triste, quoi. Maintenant, il y a beaucoup d'activités quand même. Mais, pendant un moment, c'était morne pleine, hein. C'était un peu tristouné, le Perche, hein. Les premiers Parisiens sont venus acheter des maisons et sont installés. Et ça s'est bien passé, hein, au contraire.
Nous, les jeunes, on allait voir les filles de Parisiens. D'accord. La prescription. Les premiers conseillers municipaux qui sont rentrés dans le conseil municipal, les Parisiens, c'était dans les 65. Mon père était né en 65. 70, 75, oui. Ça a redonné un petit peu déjà de la vie, et ça a permis aussi de maintenir le patrimoine, parce que ils ont restauré les maisons, ils ont restauré plein de choses. Au début, il y a certaines personnes qui les regardaient un petit peu comme des extraterrestres. Des extraterrestres, mais bon, ça s'est bien passé. Vous qui avez la chance de bien connaître le territoire, j'ai envie de vous demander à l'un et l'autre, quels sont vos endroits préférés? J'ai bien compris que Moutier-au-Perche, c'est parti. Est-ce qu'il y a des endroits à ne pas louper ici? Alors soit des endroits de nature, soit des endroits civilisés, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimez fréquenter en fait? Pour moi, vraiment le noyau du Perche, c'est nos gens le retrouvent, Bellem, Mortagne. Là, je pense que c'est vraiment le Perche au niveau paysage, au niveau géographie, voilà. Donc les vallons, la verdure, la forêt peut-être. Voilà, si on veut parler du Perche, le Perche, les collines du Perche, le paysage du Perche, je pense qu'il se situe surtout là. Alors après, il y a des jolis villages. Il y a des jolis villages, oui, c'est ça. Vous avez plein de petites routes autour de Bellem, il y a plein de petites routes. Plein de petits villages qui sont jolis. Sympa, Saint-Victor de Reynaud. Oui, c'est Saint-Victor, Monceau. Il y a plein de petits villages. Il y a plein de petits villages, ouais. Par exemple, la petite route de Fin, là, tout ça, c'est magnifique. Il faut prendre les petites routes. Ouais. Est-ce que il y a une odeur caractéristique du Perche pour vous? Ça sent la verdure. Le printemps, ça sent les foins. Ah ben oui. Au mois de mai, juin, on sent beaucoup les foins. Il y a une odeur particulière, non? Je pense qu'il n'y a même pas trop d'odeur. Non. Ouais. Non, il y a une odeur... Non, odeur particulière, non. C'est la nature. Et est-ce qu'il y a un son particulier? Un bruit caractéristique de chez vous qui vous fait dire, ah là, on est chez nous? Oui, la rivière. Ouais, vous êtes au bord de la rivière. Voilà, nous, la rivière. Et les oiseaux, on a beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux ici, on a beaucoup d'oiseaux. C'est l'huile qui passe à que c'est la corbione. Ah, d'accord. Qui se jette dans l'huile. Ok. Oui, les oiseaux et l'eau. Ah oui, la rivière. Oui. Moi, des fois, le soleil me manque quand même. Ouais. C'est un petit défaut du Perche quand même. C'est vrai. Le pot de chambre de la Normandie, là. C'est vrai que ça s'appelle comme ça? On disait ça, le Perche. On disait ça. Oui. Quelquefois, on est content que l'hiver se termine. Oui, c'est vrai. C'est nous. Je crois que vous êtes impliqué dans des associations. Est-ce que je me trompe? On n'y est plus. Vous avez été. Vu l'activité de mon père, donc il nous a embragué un petit peu dans le comité des fêtes à l'époque. Moi, j'avais 18 ans quand je suis rentré dans le comité des fêtes. Et on a eu une activité comité des fêtes pendant une trentaine d'années. Ah oui, facile. Oui, facile. Ouais. Donc on a participé disons pas mal à la vie de la commune. Et puis après, là on a décidé plutôt de lever le pied, de se retirer. De laisser la place à d'autres. Je pense qu'il y a eu un autre phénomène, je ne sais pas si je me trompe. Il y a un couple de jeunes qui sont arrivés, qui ont créé un collectif. Ils ont vécu dans des yourtes, c'était un collectif bio. On a eu de très bonnes relations avec eux, on a tout de suite sympathisé, ça s'est très bien passé. Mais il y a eu une fissure entre la population traditionnelle percheronne, attachée à des valeurs, des choses comme ça, avec des gens qui arrivaient avec des idées nouvelles, vivre en collectivité, bio, leur façon de s'habiller. On faisait la teuf là-haut, sous un chapiteau, ils vivaient dans des yourtes, moi ça super sympa. Mais les gens ne voyaient pas pareil. Même si on n'était pas, ou j'étais pas forcément toujours d'accord avec leur façon d'être, de faire, c'est très bien, on a appris plein de choses avec eux, je pense, voilà. Et donc, je pense qu'il y avait cette fissure qui s'est créée. On a été assimilés à ça, les bobos bio, quoi.
Vous chantez dans une chorale encore aujourd'hui? Deux. Tous les deux, dans deux, waouh. Une à Moutier et l'autre à Bretonçelle. La chorale à ta mère, c'est des chants du monde, on va dire. Chant du monde, et puis quelqu'un de chant un petit peu orienté. Oui. On chante du style, on a chanté les boulets femmes, là, Oui, le chant du MLF, 1971. De ce style-là, on chante des chants un petit peu orientés, et puis des chants du monde aussi. Voilà, Okay. oui. Et puis la polyphonie géorgienne, c'est venu bizarrement, parce qu'on faisait partie d'un autre groupe. On avait rencontré Thémo, un géorgien, qui parle à peine français, enfin il parle français, mais difficilement. Et qui nous a enseigné la polyphonie géorgienne. Ça fait 6-7 ans qu'on chante avec lui. Oh, oui. On l'héberge Oui, quand il vient. Et c'est super sympa. Sinon, on va chanter à Jazz sous les pommiers. Avec le groupe géorgien. Bon, donc vous aidez les jeunes à s'installer, vous accueillez les bios, même si ils ont pas le même mode de vie que vous hébergez votre chef de chœur, vous m'avez l'air quand même hyper accueillant, et c'est une maison, c'est un moulin ici, c'est ça? Mes parents étaient assez accueillants aussi. Mes parents, ma frangine disait toujours que la ferme c'était toujours un mouvement et toujours. Et puis il y a pas de raison, hein. Bon, non, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Puis moi j'ai pas d'a priori, hein. J'ai pas d'a priori. Si je découvre pas, je peux pas juger. Voilà, c'est tout. Donc quand ils sont arrivés, les tondus, on les appelait, c'était leur groupe. C'était leur groupe, ils s'appelaient les tondus. Oui. Ils avaient des grands cheveux et des dreads. Ah, d'accord. Ils sont arrivés ici, devant le figuier. Ils sont venus nous demander où était la bourdinière, tout ça. On les a accueillis. Et quand ils sont remontés dans leur voiture, ils ont dit cette maison on va toujours. Et on est toujours amis, on fait encore la fête là, le week-end prochain avec eux. Oui. On fait le cid ensemble, tout. Ils ont du bazar là aussi. On fait la goutte avec eux. Oui, on fait la goutte. Après eux, il y a un couple de Belges qui sont arrivés. Émilie et Hervé. Qui ont ramé comme des malades. On a aidé aussi. On les vous avez accueillis, quoi. Voilà. On les a accueillis, puis j'ai essayé de leur apporter ma petite expérience. Voilà, à partir du moment où ça se passe bien, même si politiquement, et je suis pas toujours d'accord avec leur façon d'être, leur façon de penser, mais à partir du moment où ils essayent pas de me convertir et puis ça se passe très bien, et puis on échange. On échange, et puis il y a plein de choses où on se rend compte, puis des choses qui nous séparent, mais c'est pas grave, au contraire. On s'enrichit, hein. Ouais. Et puis on partage un bout de territoire, donc de toute façon, voilà. C'est des choses qui nous relient. Par contre, c'est vrai, ce qu'on voit beaucoup arriver aussi dans le Perche aujourd'hui, c'est justement ces gens qui fuient la ville. Je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes ou de gens qui quittent le monde de la ville et qui ont envie qui recherchent autre chose. Qui ne recherchent pas forcément le profit, le confort des villes, je sais pas ce qu'ils ont envie, mais qui viennent à la campagne pour être plus. Ils cherchent aussi la tranquillité. Ils recherchent autre chose. Ils sont moins avides d'argent, moins avides de confort, moins avides de. Ils veulent vivre plus simplement. Plus en contact avec la nature. Parce que tous ceux qu'on connaît, ils ont tous la fibre bio, ils sont tous. Et on voit de plus en plus de gens, de jeunes qui arrivent dans nos campagnes pour dire on va ras-le-bol des villes, on vient quelque chose de plus zen, quoi. Qu'est-ce que vous lui souhaitez à ce territoire ? Comment vous le voyez-vous évoluer ? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de mieux à ce territoire percheron ? Alors, il y a une chose qu'on est en train de massacrer, c'est la forêt du Perche. Quand on voit la vitesse où exploiter la forêt percheronne, c'est quelque chose de phénoménal. Et en plus, c'est pas exploité, c'est massacré. Ils arrivent avec des grosses machines là-dedans, bon, peut-être qu'on est des vieux couillons, nous, on va revenir à la hache etc. Mais la façon dont ils travaillent, ils laissent des chantiers. C'est dégoûtant, c'est mal fait, une forêt, ça s'exploite. Une haie, ça se cultive. Mais les gens enlevaient les arbres qui étaient matures, ils exploitaient la forêt. Aujourd'hui, on la massacre. Oui. Là, partout. Surtout on voit des clairières entières. Oui. Partout, les camions de bois, ça défile. Donc ça serait déjà un bon point qu'on préserve notre forêt. Vous craignez qu'elle se renouvelle pas, en fait, c'est ça? Un chêne, il faut 120 ans, 150 ans pour avoir un chêne mature. Ils abattent des chênes qui ont 50 ans,
Et puis après, déjà qu'on préserve notre forêt, c'est sûr, Oui. parce que c'est notre patrimoine, Oui. c'est notre richesse, le perche. Après, maintenant, ça y est, la culture est venue à nos portes. On est tout, passé mais- d'un vide culturel à presque un peu surabondance. Oui, c'est vrai. Surabondance. Nous, on va beaucoup dans des concerts, etc. Mais on sait plus où donner de la tête. Entre les expositions, les festivals, les artistes qui n'ont pas forcément pignon sur rue, qui n'ont pas forcément une renommée, mais qui sont de très grande qualité. Et on passe de super soirées à 10 balles, quoi, même gratos, ça, quand on va à Boissy. À Boissy, oui. Au bistrot C'est associatif, là. oui, c'est ça. On a passé des soirées magnifiques. Et pour que dalle, quoi, on donne 3 euros, 5 euros de trucs comme ça. Alors, on a parlé de ce qu'on vous pouviez souhaiter au territoire, et qu'est-ce que je peux vous souhaiter à vous, alors? Peut-être de pouvoir vieillir dans notre perche, mais ce qui sera peut-être difficile, quoi. Oh, Voilà. non. Peut-être pas ici, mais bon. Voilà. Ici, il y a 5 hectares avec. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que le perche il continue d'évoluer comme ça, parce qu'il fait bon vivre. Et puis, pour nous, oui, qu'on puisse vivre le plus longtemps possible au bord de notre corbionne. Voilà. Voilà. Que je puisse faire mon jardin. Avant, on tuait notre cochon. On ne fait plus. Avant, on continue de faire notre cidre, mais ça devient difficile. Et on fait notre calva à la maison aussi. Waouh. On essaie de garder certaines traditions, hein. Mais ça, c'est un savoir-faire, quand même. On était aidés. On élève encore des moutons, on a encore nos poules. Oui. On est capable de vivre sur nous. Oui. Entre le jardin et si on voulait. Ah oui. Madame ne veut plus élever de volaille. Non, terminé. J'en ai assez plumé. Je ne veux plus en plumer. Madame ne veut plus élever de volaille. Non, je le plumerai. Oh. On a le droit de s'engueuler. Allez-y. Non. Terminé. On sera peut-être obligé de relever nos volailles et compagnie. Ah, mais s'il fallait, le monde est tellement ça, incertain en c'est ce moment qu'on sera peut-être obligé de remettre la main à la pâte. En tout cas, vous savez le faire. C'est Oui, ça qui est c'est super. C'est peut-être un des avantages. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, nous. Puis la campagne, c'est vrai que nous, on pourrait apprendre aux citadins à charcuter, à faire du jardin. Ouais. À faire le calva. Et, bien sûr. Voilà. Et le cidre. Et le cidre. Chasse. Ah, mais on pêche les écrevisses aussi. Je chassais. Je suis sûre que vous savez bricoler, à tous les deux. Ah oui, moi je fais du tricot, je fais de la couture, je fais du patch, je fais du crochet. Je transforme tout ce qu'il y a dans le jardin. Et le perche est ouvert. Ouais. Parce qu'il était temps. C'est vrai que c'était un petit peu, avant un moment, on était un peu considérés comme des bouseux, hein. Mais je pense aussi c'est parce que l'agriculture a évolué, hein. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez Perchissime, soutenez-le en invitant votre entourage à s'y abonner sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt.